Pierre Ferracci, bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc, l'avis de l'expert sur cet accord du 13 janvier. Alors, plutôt que de rester comme on l'a fait avec Philippe Louis, avec Luc Beryl encore hier, parler du côté pratique vu depuis l'intérieur, depuis le point de vue du comité d'entreprise. Pour vous, cet accord, qu'est-ce que les représentants du personnel peuvent y gagner et que peuvent-ils perdre aussi dedans? Tant que ce n'est pas une loi, c'est virtuel, mais si c'est traduit en loi, non pas comme une photocopie de l'accord, a dit Jean-Marc Germain hier, mais s'il est traduit fidèlement en loi, qu'est-ce que les uns et les autres peuvent y perdre? Bon, c'est un accord difficile à décrypter quand même. Tout le monde dit qu'il est équilibré du point de vue de la flexibilité pour les entreprises et du point de vue de la sécurité pour les salariés. Moi, j'apporterai d'abord un petit bémol. Je le trouve légèrement déséquilibré, ce qui n'est pas tout à fait étonnant puisque les syndicats de salariés se sont coupés en deux. Deux non-signataires, trois signataires, alors que du côté patronal, il y a eu unanimité au moins dans les signatures, même s'il y avait quelques divergences à gérer. Donc c'est un accord qui est un peu déséquilibré dans le sens où il me semble que les éléments de sécurisation pour les salariés sont plutôt à venir et à construire dans le cadre de négociations nouvelles, alors que les éléments de flexibilité sont déjà beaucoup plus opérationnels et assez concrets dans l'accord qui a été paraphé. Alors c'est un accord où il y a de bonnes et de mauvaises choses. Du point de vue des comités d'entreprise, des institutions représentatives du personnel, parmi les choses que je trouve satisfaisantes, on a enfin fait le lien entre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et le plan de formation, qui va être dans ses grandes orientations un objet de négociation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ce qui fait que du point de vue des représentants des salariés, la GPEC ne sera plus simplement assimilée à la préparation d'un plan social, d'une restructuration, de licenciement, mais sera connectée aux enjeux d'évolution des compétences, de formation, d'élévation des qualifications, et ça c'est plutôt une bonne chose. Deuxième chose intéressante, on est dans une logique d'anticipation, alors qui reste à transformer sur le terrain. Et la transformation sur le terrain risque d'être d'autant plus délicate que l'accord majoritaire est prévu dans bien des cas. Et quand on voit comment les syndicats se sont divisés dans la négociation, on se demande sur le terrain, dans les entreprises, qu'est-ce que ça va donner. S'il y a des accords majoritaires, ça peut aller dans le sens des intérêts des salariés et des représentants du personnel. Si ce n'est pas le cas, il y a fort à parier que le déséquilibre que j'évoquais s'approfondira, s'accentuera. En revenant au comité d'entreprise, parmi les points positifs, mais là aussi où l'essai reste à transformer, il y a pour la première fois le souci de réfléchir sur les perspectives stratégiques de l'entreprise, avec une nouvelle mission d'ailleurs qui est confiée aux experts, sur la base d'un document unique qui reste un petit peu mystérieux. Alors c'est intéressant d'avoir une réflexion stratégique et prospective. Bon, il faut voir là aussi sur le terrain dans quelles conditions l'accès à l'information va pouvoir donner à cette mission toute l'ampleur qui est prévue par les... C'est tout le problème de la loyauté de l'information. C'est tout le problème de la loyauté de l'information. On voit bien que pour certains, le document qui est prévu peut être une façon de cadenasser l'information. Pour d'autres, ça peut être une façon de la rassembler, de la synthétiser et de permettre aux représentants des salariés d'avoir un accès maîtrisé à des choses qui ne sont pas toujours faciles à décrypter. Donc là aussi, le terrain va répondre. L'accord donne une voie, la loi va accentuer peut-être le trait, et puis le terrain va permettre de savoir si on va dans la bonne direction ou on va dans la mauvaise direction. Toujours sur le terrain des représentants des salariés, cet accord indique que les conseils d'administration recevront des administrateurs de plein exercice qui représenteront les salariés. Mais on l'a bien vu déjà dans le débat entre le MEDEF et la CFDT qu'il n'y a pas accord entre les signataires sur les modalités de désignation de ces représentants au conseil. Est-ce que ça sera un suffrage universel direct, les salariés qui voteront? Est-ce que ce seront les comités d'entreprise qui, au deuxième degré, désigneront ces représentants? Est-ce que ce seront les syndicats représentatifs qui le feront? Là aussi, peut-être que la loi précisera les choses. Ça ne concerne pas un nombre infini d'entreprises non plus. Non, malheureusement, ça ne concerne que les entreprises qui ont plus de 5000 salariés en France et 10 000 dans le monde. Donc ça limite quand même le périmètre. On ne peut pas dire que ce soit un grand pas pour la démocratie dans l'entreprise. C'est un petit pas. Il faudra transformer là aussi l'essai. Mais moi, j'attendais effectivement quelque chose de plus significatif, à la fois en termes de taille des entreprises, et puis peut-être en précisant davantage les modalités de désignation.
on voit bien qu'une partie du patronat entre dans ce débat de façon extrêmement frileuse, et c'est un peu dommage. Est-ce que le point quand même où il y a un peu une perte pour les représentants du personnel, c'est de cadrer en 2 mois la procédure d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple? Sur les plans de sauvegarde de l'emploi, il y a effectivement beaucoup d'interrogations. D'abord, quand on lit bien le texte, alors là aussi peut-être que le législateur précisera les choses, il n'y a pas d'obligation de négocier. Il est prévu un accord collectif, mais sans obligation de négocier. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'on recourt au direct, donc à l'administration, pour l'homologation de l'accord. On voit bien là aussi qu'entre les signataires, l'interprétation du document n'est pas la même. La CFDT pense qu'il faut d'abord négocier avant de saisir l'administration. Le MEDEF donne l'impression qu'on peut saisir directement l'administration sans avoir cette obligation de négocier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en matière de délai, il va falloir que le législateur précise les choses. Parce que les délais préfixes, c'est une chose. Le tout est de savoir à quel moment on commence à lancer ces délais. Est-ce qu'on lance les délais immédiatement dès le départ de la consultation, ou est-ce qu'on lance les délais, par exemple pour les experts que nous sommes, lorsque l'information utile pour l'expert est rassemblée? Si le délai court alors que l'information utile n'est pas encore dans les mains de l'expert, on risque d'avoir des missions tout à fait insatisfaisantes pour éclairer les représentants du personnel. Donc là aussi, il me semble que le législateur devra préciser le texte qui a été signé par les organisations concernées. Alors pour ceux qui nous regardent un peu de social fiction, imaginons 2 minutes que cet accord tel qu'il est soit une loi. Combien on sauve d'emplois à Aulnay? Ça, c'est une bonne question. Pour sauver des emplois à Aulnay, il fallait sans doute s'intéresser au sujet il y a 3 ans ou il y a 4 ans, en 2008 ou en 2009. À ce moment-là, il y avait sûrement des mesures à prendre, peut-être pas pour sauver tout le site, mais en tout cas pour reconfigurer le site et modifier les choix stratégiques et organisationnels de PSA. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive un petit peu trop tard. Et il y a déjà le feu dans la maison, il y a en plus des marchés qui se sont effondrés depuis quelques mois, notamment sur le terrain où PSA excelle, c'est-à-dire l'Europe du Sud. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc est-ce que cet accord, s'il était transcrit comme tel dans la loi, permet d'anticiper davantage? Il donne une tendance de ce point de vue-là. Je ne suis pas sûr que tous les acteurs signataires soient décidés à traiter par anticipation des sujets comme Aulnay. On peut considérer qu'il y a une tendance qui pousse dans ce sens-là, mais j'évoquais à l'instant les problèmes posés par la présence des administrateurs dans les conseils. C'est aussi dans les conseils qu'on va traiter ces questions-là. Ce sont des questions stratégiques, de fond, et si on ne donne pas les moyens aux administrateurs représentant les salariés de se poser en 2008 ou en 2009 la question d'Aulnay, on courra toujours après l'événement et on n'arrivera pas à sauver autant d'emplois qu'on le pourrait parce que l'anticipation n'aura pas marché. Donc là aussi, on va voir comment le terrain réagit à cet accord. Cet accord ouvre des portes, mais il en ferme d'autres. Je trouve qu'on aurait dû aller plus loin en matière de représentation des salariés au conseil d'administration avec une approche moins frileuse et déjà concernant des entreprises d'une taille moins importante que ce qui est prévu par l'accord. Alors, dans l'activité de votre groupe, vous avez un œil à l'intérieur des entreprises puisque vous regardez leurs comptes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une bonne nouvelle, vous, en tant qu'expert, sur une perspective de sortie ou pas de crise et par rapport justement à ce que vous voyez depuis quelques années et l'évolution des comptes des entreprises qui sont clientes chez vous? De bonnes nouvelles pour l'instant, non, je ne crois pas. On est dans une situation très très compliquée où la croissance ne sera relancée que s'il y a une coordination beaucoup plus forte qu'aujourd'hui entre les politiques économiques et industrielles au niveau européen. On n'en prend pas tout à fait le chemin, quoi qu'on en dise. Et donc j'ai peur malheureusement qu'on s'enfonce dans le chômage dans les mois qui viennent. Peut-être que les accords et la loi infléchiront un petit peu le processus. Mais la situation dépend de facteurs macroéconomiques tellement importants que je ne suis pas sûr qu'un seul accord de ce type permette d'influencer le comportement des entreprises. Donc moi, je ne suis pas spécialement optimiste. Il faut qu'il y ait cette coordination au niveau européen. Il faut sans doute que même au niveau national, on réfléchisse un peu mieux aux conditions de sortie de crise. S'enfoncer dans une politique de rigueur, tout le monde commence à le dire aujourd'hui. Des économistes de différents courants, ça peut être
ça peut être extrêmement pénalisant pour la sortie de crise. Donc un accord de ce type ou une loi de ce type ne sont pas suffisants à eux seuls pour envisager une sortie de crise. Si cet accord et cette loi pouvaient être utiles, il faut qu'ils permettent encore une fois d'anticiper les difficultés, de les traiter suffisamment tôt pour ne pas conduire à des catastrophes comme celle de Goodyear ou celle d'Aulnay, où là on est devant le fait accompli et où la seule solution aujourd'hui est d'envisager le reclassement des salariés, la revitalisation des territoires, mais dans des conditions extrêmement contraintes et difficiles pour les représentants du personnel et pour les pouvoirs publics qui sont concernés par les événements. Eh bien écoutez, sur cette note pas vraiment empreinte d'optimisme, je vous remercie d'être venu sur le plateau de la Web Télé. Là où il faut rester optimiste, c'est que je pense que cet accord, s'il veut être équilibré demain, nécessite un minimum de convergence entre les organisations syndicales. Si les syndicats se divisent comme ils l'ont fait dans l'accord interprofessionnel, dans la négociation de l'accord interprofessionnel, s'ils se divisent demain dans l'entreprise, cet accord peut être porteur de gros déséquilibres et peut accentuer la flexibilité pour les entreprises plus que la sécurité pour les salariés. Donc il faut au moins espérer et être là-dessus plutôt optimiste sur cette nécessité de faire converger les forces syndicales, qu'elles aient signé l'accord ou qu'elles ne l'aient pas signé. Elles sont condamnées demain à s'entendre sur le terrain. Autrement, il y a quelques déboires à attendre supplémentaires pour les salariés. Alors effectivement, c'est beaucoup plus optimiste, un conseil de ce style-là. Merci Pierre Ferracci, merci d'être venu sur le plateau de la Web Télé et merci de votre fidélité à Salon CE. Merci.